Donc finalement, c'est un peu triste pour nous de l'admettre, c'est la fin de Commun. Non, pas la fin de Commun comme thème, mais comme expo. Je suis Fabrizio Gallanti, le directeur d'Arc en Rêve, et je vous donne la bienvenue ce soir pour cette conférence, conversation, débat, qui conclut une série d'activités publiques plutôt riches. Enfin, évidemment, je ne vais pas dire le contraire puisque c'est nous qui l'avons organisé, d'activités publiques autour et inspirées par l'exposition Commun qui vous entoure. Je ne sais pas exactement à quelle heure le musée à 18h, le musée va terminer. Donc, si vous n'avez pas vu l'exposition, vous avez 2 heures pour la voir. En même temps, il y a un colloque plutôt intéressant. Donc, vous pouvez peut-être glisser silencieusement et faire une visite de l'expo rapidement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais aussi pour ceux qui l'ont vu, c'est une exposition qui se compose de 2 éléments issus de 2 biennales du 2021, la Biennale de Venise et la Biennale de Chicago, qui avaient les deux comme thème qui les tenaient ensemble, cette idée d'un nouveau modèle d'architecte peut-être, capable et désireux de travailler en contiguïté, en proximité avec les communautés, avec les habitants. Et ce travail s'est décliné à travers différents éléments. Les 6 films que Christophe avait présentés à la Biennale d'architecture de Venise, qui portent sur 5 projets et une recherche plutôt sur l'existant au Vietnam. Et dans le pourtour de la nef, vous retrouvez 14 projets, 14 agences d'architecture, 14 situations dans des contextes très très différents, les États-Unis, le Mexique, le Venezuela, l'Angleterre, où encore une fois on retrouve des agencements pour nous très intéressants du point de vue du processus, de la manière avec laquelle on construit ces relations entre habitants, administration publique, ONG, le monde associatif et les architectes. On a navigué à travers plusieurs thèmes qui sont toujours associés à cette idée du commun, comment on fait du logement, comment on imagine les espaces publics. Et aujourd'hui, pas seulement parce que c'est la journée, une des 2 journées du patrimoine, nous sommes revenus sur l'idée qu'est-ce qu'on fait du commun quand le commun existe déjà, quand le commun est déjà un élément qui soit partagé, habité, utilisé par les citoyens. Donc on a eu un module plutôt entre 14h et maintenant, où on a exploré des questions de histoire, de mémoire au Mexique et à Chicago aux États-Unis. Et on conclut un peu ces réflexions collectives, ces moments de discussion, de partage. Pour ceux qui nous ont accompagnés durant tous ces jours, vous avez bien vu comment c'était des débats, des conversations assez vivants, avec beaucoup d'interventions. Sentez-vous à l'aise de demander, de questionner, d'intervenir. On conclut justement pour reprendre un peu cette idée. Qu'est-ce qu'on fait du commun quand il existe? Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine? Et aujourd'hui, il faut aussi dire patrimoine dans le cadre de ces journées, qui n'est pas seulement celui des murs, de la brique et des pierres, mais beaucoup plus complexe. Un patrimoine qui est fait de mémoire, d'histoire, de conflits, de partage, de situations complexes. Et pourquoi ne pas démolir? Et une des seules, peut-être, vraies stratégies sur lesquelles il faut trancher, il ne faut absolument pas faire un pas en arrière, nous poser, nous, comme institution, mais aussi les autres acteurs, d'une manière assez claire et nette. Donc on va discuter de cette posture, je dirais, même avant que stratégie, avec Christophe Hutin, qui est donc un des 2 co-commissaires de cette exposition où nous sommes aujourd'hui, avec David Brown, avec Renaud Epstein, qui est sociologue, et avec Jean-Philippe Vassal, architecte de l'agence Lacaton-Vassal. Je vais fonctionner un peu comme modérateur, stimuler des questions. Donc je ne sais pas si, en connaissant Christophe, vous avez déjà probablement mijoter du sabotage à notre format. C'est typiquement ce que tu fais quand tu es chez nous. Donc, qui c'est qui prend de vous 3 la parole en premier? Vas-y, Christophe. Bon, on va faire comme d'habitude. Bonjour à tout le monde. On va pas faire du tout ce qu'on avait dit. Ce sera forcément mieux. Et donc, ce sont les journées du patrimoine aujourd'hui. Et donc, le patrimoine qui nous intéresse dans ce débat, c'est le patrimoine moderne et puis le patrimoine que l'on habite, c'est-à-dire l'architecture et la société dans son ensemble. Et donc, pour ça, on accueille des gens qui sont très experts, enfin, en tout cas, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Jean-Philippe Vassal, avec Anne Lacaton, qui est là aussi, qui sont des architectes qui ont démontré, ils sont assez uniques parce que, bon, ils sont de Bordeaux, ils ont eu le prix de Scar Prize, je le rappelle. C'est pour ceux qui l'ont oublié. Et puis, ils font exactement ils mettent en œuvre exactement ce qu'ils disaient. Donc ça, je le souligne parce que ça devient très rare. Et puis, sur la question des démolitions, ils se sont positionnés depuis très longtemps avec l'étude de Plus,
avec la rénovation de la Tour-Bois-le-Prêtre, la transformation, la métamorphose de la Tour-Bois-le-Prêtre, avec vraiment une approche de la conception d'architecture qui part de la complexité du monde tel qu'il est, comme étant la ressource première du projet pour pouvoir le modifier. Donc on ne parle pas que de patrimoine bâti, on ne parle pas de bâtiments cet après-midi, on va parler plutôt d'ensemble complexe, de lieux dans lesquels on habite et dans lesquels la dynamique du vivant est en place. Donc on a aussi convié certains habitants de Pessac, Sège, Fort-Manoir, puisqu'on va parler d'un projet de démolition en cours et on va parler de l'actualité de la démolition et aussi les choses qui pourraient être envisagées de façon un peu optimiste et avec un regard un peu plus joyeux et positif sur l'état du monde. Donc on va parler évidemment donc, des grands ensembles, on va parler de Pessac, Sèche, Fort-Manoir. J'en ai parlé il y a 2 jours, j'étais un peu agacé. Je le rappelle que j'ai appris qu'un projet de démolition était à l'étude sur les Aubiers. Voilà, les Aubiers qui sont probablement les plus beaux appartements de la ville, des grands appartements duplex dans un ensemble qui a certes des problèmes sociaux, mais qui sur le plan de l'architecture est plus que recevable et qui mériterait justement une transformation ambitieuse et heureuse. Il en est de même pour Pessac, Sèche, Fort-Manoir, où je crois qu'il y a, on va en parler tout à l'heure, à peu près 450 logements projetés à la démolition. Donc Renaud Epstein, qui est sociologue, on s'est croisés puisque à la Biennale de Venise, on a exposé ta collection de cartes postales. Et cette collection de cartes postales, ce sont des images extrêmement joyeuses qui racontent un monde enchanté, qui est celui des années 60-70 de la fabrication des grands ensembles. Donc, de ton point de vue, et si on va faire un petit peu d'histoire quand même pour savoir où on en est aujourd'hui, comment se fait-il que des lieux qui étaient vécus comme quelque part d'une très grande modernité, qui apportaient l'hygiène, le bonheur, le plaisir d'habiter avec la lumière, le soleil, les autres, dans un vrai projet commun, comment se fait-il que ce soit tellement désenchanté aujourd'hui ? Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Bon, je vais lancer un petit diaporama avec justement une série de cartes postales là, qui sont réunies dans le petit livre que je viens de sortir, et je vais répondre à ta question en même temps. Alors, comment, ou bien ça marche pas, donc ah si, voilà. Comment ça se fait qu'on aboutit à ça ? Alors, d'abord, il faut un peu revisiter le mythe de l'âge d'or des grands ensembles. Au moment de leur construction, certes, ces grands ensembles qui ont été construits dans la France entière étaient relativement valorisés. Et d'ailleurs, l'existence de cartes postales, et quand je dis l'existence, c'est la multiplicité des cartes postales. Moi, j'en ai accumulé plus de 3000. C'est-à-dire que chaque grand ensemble qui a pu être construit en France a donné lieu à la publication de dizaines de cartes postales. Et donc, s'il y avait cartes postales et si les habitants de ces quartiers achetaient, envoyaient ces cartes postales, ça témoignait d'une forme de fierté à l'égard de ces quartiers, comme les Aubiers, hein, je crois que c'est le quartier dont tu parlais. Bon, pour autant, quand on retourne les cartes postales, qu'on lit le verso, ou quand on lit les travaux de sociologues qu'on travaillait à l'époque, ces quartiers n'étaient pas un monde enchanté. Les habitants qui y arrivaient étaient la plupart du temps partagés dans une sorte de tension entre l'admiration et la fascination pour la modernité qui sortait de terre. Et il faut bien se dire qu'ils sont sortis de terre dans un contexte de crise du logement dont on peine à prendre la mesure, de qualité, de déficit de logement tant quantitativement que qualitativement, qui était spectaculaire. Hein. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les 2 tiers des logements des Français n'avaient pas de toilettes dans leur appartement. Donc arriver dans un grand ensemble, c'était arriver accéder au confort moderne, accéder à des quartiers, des logements bien conçus, des pièces lumineuses, plusieurs chambres. Et voilà, pour la première fois, des familles découvraient que les parents et les enfants ne dormaient pas dans la même chambre. Bon, ça change la vie. Mais pour autant, quand on lit ce que racontaient les habitants de ces quartiers, on voit que certes, c'était la modernité, certes, c'était le confort, mais c'était aussi des quartiers qui avaient de gros problèmes d'isolation phonique. Hein, et on vivait avec les voisins. C'était des quartiers aussi qui accueillaient des migrants de la France entière, des migrants de l'intérieur, hein, et dans lesquels les conditions de la vie sociale pour des personnes qui étaient déracinées de leur village étaient déjà au moment de leur création un peu difficiles. Donc voilà, c'est pour relativiser. Hein, il y avait à la fois un attrait pour ces quartiers, il y avait une fascination pour ces quartiers de la part des habitants comme de la part du reste de la France, hein, la France se regardait se moderniser
à travers ces grands ensembles, se regarder rentrer dans la modernité, le confort moderne, le progrès. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, il s'est passé d'abord et avant tout, il s'est passé un demi-siècle sans entretien, un demi-siècle sans investissement public dans ces quartiers depuis leur création. Et que ce soit ces quartiers d'habitat social ou n'importe quel bout de ville, hein, un demi-siècle sans investissement, bah, ça se dégrade. Et puis, on ne va pas refaire l'histoire ici, l'histoire longue du déclin de ces quartiers, mais pour aller très très vite, ce qui s'est passé, c'est surtout la réforme Barre de 1977, le fait qu'on est passé, pour aller vite, des aides à la pierre aux aides à la personne, et que derrière ça, il y avait un projet qu'on qualifie aujourd'hui de néolibéral, qui consistait à dire le marché est plus efficace que la puissance publique pour dire où doivent être alloués les moyens, et notamment où doivent être alloués les investissements en matière immobilière. Et ce changement, ça prolongé ensuite par les lois de décentralisation de 82 et le fait qu'on a donné à 36 000 maires le pouvoir sur les sols, a fait que on est passé on sort là de 3 ou 4 décennies de production absolument spectaculaire d'habitat pavillonnaire qui ont vidé les grands ensembles, qui ont fait aussi que les bailleurs sociaux se sont progressivement aussi appauvris, ont perdu une bonne partie de leurs moyens et qu'il y a eu une véritable spirale auto-entretenue du déclin. Et arrive là-dessus aussi une transformation dans les représentations sociales qui font que ces quartiers qui pouvaient être perçus comme des quartiers de promotion sociale, qui étaient par ailleurs des quartiers pour... C'était pas des quartiers pour les pauvres, hein, les grands ensembles, ça n'a jamais été conçu comme tel, hein, c'était des quartiers qui devaient loger tout le monde. Progressivement, à mesure qu'ils spécialisaient socialement et d'un point de vue ethno-racial, sont vus affublés d'une image extrêmement dégradée, d'un discours médiatique, politique, qui a assimilé non seulement ces quartiers à des ghettos, mais qui a imputé la concentration de populations pauvres, précaires et des minorités à la forme urbaine. Et donc, il y a une association qui s'est faite qui a consisté à dire finalement, c'est la forme urbaine qui est la cause des problèmes sociaux. Et ce diagnostic ou ce discours, il s'est durci pendant une vingtaine d'années et il a abouti au lancement en 2003 d'un programme de démolition-reconstruction, le Programme national de rénovation urbaine, qui a investi des sommes absolument colossales. Hein. On a investi pour la rénovation urbaine 50 milliards d'euros depuis 2003. 50 milliards d'euros. Je crois qu'on ne prend même pas la mesure de ce que ça peut vouloir dire. Mais qui a investi, pour la première fois depuis leur création, on a réinvesti du pognon dans ces quartiers, mais on l'a investi autour d'un mot d'ordre simple et unique. Il faut, alors la version police, c'est il faut banaliser ces quartiers. La version en rue, c'est il faut démolir et démolir de façon ambitieuse. C'était leur mot. Il faut être ambitieux, soyez plus ambitieux. Ça veut dire raser. Avec l'idée qu'en transformant la forme urbaine, on allait transformer l'image et en transformant l'image, on allait attirer d'autres populations moins pauvres, moins colorées et que la production de cette mixité sociale tant désirée allait résoudre tous les problèmes. Bon, au bout de maintenant plus 20 ans, cette politique, la rénovation urbaine a vraiment transformé près de 500 quartiers, a transformé l'urbanisme de près de 500 quartiers à coup de démolition, de reconstruction, plus ou moins réussie. Ça n'a pas changé l'image des quartiers, ça n'a pas changé leur peuplement. Et alors même qu'on voit dans les discours politiques aujourd'hui commencer à s'imposer des discours beaucoup moins doctrinaires sur la démolition, y compris au sommet, au sein de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, il y a une pratique qui s'est installée depuis 20 ans et sur laquelle on a du mal à revenir. Et il y a une sorte d'atavisme aujourd'hui des bailleurs sociaux, des élus locaux et de l'ANRU qui consiste à démolir en première intention. Oui, on peut même dire que ça a créé une culture, puisque même sans le soutien de l'ANRU ou sans apport de finances publiques, on a recours à la démolition dans beaucoup de cas de rénovation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes sur le plan du langage, c'était démolir pour rénover. Enfin, voilà. Heureusement que la médecine opère différemment, on a déjà parlé. Jean-Philippe, sur la question des démolitions, toi qui... Juste pour repartir de ce que tu viens de dire, 50 milliards d'euros d'investissement, finalement c'est bien. C'est bien. Le seul problème, c'est à quoi ça a servi. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend les chiffres de l'ANRU, sur ces 50 milliards d'euros d'investissement, il y a eu seulement 12 milliards qui ont été
apporté par l'ANRU. Le reste, il a fallu le trouver, notamment dans une sorte de perte du patrimoine des organismes sociaux. Mais c'est sur ces 50 milliards d'investissements, il y a eu 160 000 démolitions. C'est à peu près 5 milliards d'euros. Hein, c'est-à-dire qu'une démolition, chaque fois, c'est 30 000 euros à peu près par logement. 160 000 démolitions, et il y a eu seulement 140 000 logements démolis, reconstruits. Et ça a coûté 22 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 160 000 euros par logement. Donc 160 000 euros plus 30 000 de la démolition, 190 000 euros chaque fois qu'on démolit et qu'on reconstruit, et on reconstruit moins que ce qu'on a démoli. Il y a eu des logements réhabilités, 340 000, mais avec, en tout cas au début du programme ANRU, tellement peu de budget pour chaque logement que finalement, ces réhabilitations, repeindre le hall d'entrée ou dessiner le portrait d'un poète célèbre sur le pignon de l'immeuble, elles n'ont pas beaucoup d'efficacité. Et puis il y a eu 80 000 logements en accession reconstruits. C'est-à-dire que globalement, on a quand même dépensé 50 milliards d'euros pour perdre 20 000 logements. 160 000 démolis, 140 000 reconstruits. Donc ça, on peut se dire qu'il y a l'investissement, bravo, de mettre cet investissement, mais de le faire de cette façon-là, c'est un gâchis considérable. C'est un gâchis considérable au niveau de l'économie, c'est un gâchis considérable au niveau de l'écologie, parce que chaque fois qu'on démolit, on perd des capacités, on crée du CO2, on en recrée quand on reconstruit, alors qu'on pourrait être beaucoup plus efficace dans des opérations précises de réhabilitation. Donc c'est ce gâchis qui est problématique. Et donc également un gâchis énorme par rapport aux gens qui sont là. Aux gens qui sont là et qui, dans des conditions très très difficiles, se sont effectivement efforcés de faire de leur mieux chaque jour, au jour le jour, de pallier les problèmes, de pallier les insuffisances, d'essayer de voir comment les incivilités pouvaient être évitées. Et ces gens-là, ils ont construit une richesse absolument incroyable. Quand on a travaillé sur le projet du Grand Parc avec Christophe, avec Frédéric et Anne, on a vu à quel point, derrière des murs que tout le monde trouvait vilains, des bâtiments GHI au Grand Parc, il y avait une richesse absolument incomparable de 530 familles qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois, tous les jours, avaient cherché à améliorer, à décorer, à faire attention à leur habitation. Et cette richesse-là, avec toutes ces démolitions, on l'a perdue. Il y a, je ne sais pas si tu as une carte postale de la Cité Lumineuse, mais la Cité Lumineuse, c'était un peu à Bacalan, un peu avant le Grand Pont. C'était un bâtiment de 200 mètres de long, 15 étages. Il était légèrement incurvé pour que tous les logements aient une vue sur la Garonne, la Gironde, les coteaux, d'un côté, pour aller chercher le soleil. De l'autre côté, il y avait des vues à l'époque sur la forêt. Il y avait 340 logements. Ça a été construit en 1960. Il y avait des marchés au pied de la Cité Lumineuse. Pendant très longtemps, il y a eu un moment où la situation s'est dégradée. On l'a laissé se dégrader, on n'a rien fait. On n'a pas cherché à récupérer les choses. Et puis petit à petit, on a muré les portes, les fenêtres. Et puis en 99, elle a été démolie. Frédéric Druot avait fait un projet en cherchant à dire mais quelle erreur de démolir cet immeuble. Il avait fait un projet dans lequel, effectivement, il avait amené ce qui n'avait pas été donné à l'époque, cette générosité supplémentaire, des grands balcons qui ouvraient sur la Garonne, qui ouvraient sur la Gironde, qui regardaient les coteaux, qui protégeaient du trop de soleil,
qui permettait de laisser rentrer largement la lumière en hiver. Et ce bâtiment, s'il avait été toujours là, c'était évidemment un des plus beaux bâtiments de Bordeaux. On voit la cité ici. Ça aurait été aujourd'hui encore et pour bien longtemps un logement, une situation exceptionnelle. Mais ça a été perdu. Vous pouvez aller voir ce qui est à la place. Une perte de capacité absolument incroyable. Donc, cette cité lumineuse, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, sur laquelle Frédéric avait travaillé. On est revenu à Bordeaux il y a 12 ans. Peut-être qu'on peut montrer un petit document qu'on avait fait à l'époque. Voilà, c'était 50 000 logements nouveaux. C'était une commande de la communauté urbaine de Bordeaux pour imaginer comment on pouvait imaginer 50 000 logements nouveaux à proximité des nouveaux transports urbains. 50 000 logements nouveaux, c'est 55 200 hectares de nature existante. C'est le territoire de la communauté, avec à la fois la nature officielle et la nature réelle, c'est-à-dire en rajoutant tous les jardins, tous les petits bouts de nature un peu partout dans la ville, qu'il s'agit de protéger, qu'il s'agit d'intensifier. 50 000 logements nouveaux, 55 200 hectares largement viabilisés. Il y a suffisamment de routes, de rues, de trams pour desservir l'ensemble du territoire. 50 000 logements nouveaux, mais 160 000 logements collectifs existants, 80 000 logements individuels existants. 50 000 logements nouveaux, des centaines de situations capables. Il s'agit aujourd'hui de travailler avec l'existant. Parce que le territoire est vaste, il est ami, il est accueillant et la nature est à portée de main. Il est suffisamment touffu ou dégagé, simulé ou dissimulé, contrasté et divers. Il est suffisamment irrigué, drainé, sillonné, traversé, desservi, alimenté et organisé. Il est suffisamment capable pour générer dans ces organisations existantes, en connexion avec ces réseaux, ces voiries, sans nouveaux plans et schémas d'urbanistes impulsifs et visionnaires, sans formatage ni boîte à outils, sans tailler, trancher ou démolir, sans défaire, désorganiser et recomposer, sans gêner. On peut transformer les logements existants les plus fragiles, les moins aimés, et concomitamment 50 000, 100 000, 150 000 logements nouveaux, grands, lumineux, généreux, durables, qui peuvent naître à partir de ces transformations. On peut dépenser beaucoup moins et on peut faire beaucoup plus. Ne jamais démolir, économiser les coûts des travaux, économiser les énergies, économiser les coûts d'aménagement public, créer des nouveaux logements et services, abaisser les charges de chauffage et d'entretien, ne jamais couper d'arbres, donner de l'air, de la fluidité, donner de l'espace et de la lumière, par un urbanisme de précision, d'attention au cas par cas, d'attention aux organisations, aux différences, aux gens, aux arbres, aux bestioles, par la précision de l'économie urbaine, les pieds au sol depuis chaque logement, chaque jardin, libérer les droits et usages, entretenir, être attentif aux qualités particulières, à leurs capacités, faciliter l'initiative privée, concéder la gestion des espaces publics au privé, ouvrir la vue,
augmenter le plaisir d'habiter, etc. etc. C'était il y a 12 ans. Et puis on est reparti à Paris, Christophe est resté à Bordeaux. Quelques années après, on a pu faire le projet du Grand Pas, la transformation des bars G, H et I. On a essayé de répondre à un concours pour la Cité Blanche, dans lequel il y avait 2 tours et 3 bars. On a essayé de convaincre que ça servait à rien de démolir une barre et 160 logements, et que finalement, si on démolissait cette barre et ces 160 logements pour faire une sorte de percée verte, ça allait compromettre les financements nécessaires pour le reste des logements. Mais on nous a dit que le plan d'urbanisme était déjà décidé, que c'était pas possible de changer cela. Pourtant, Christophe connaissait un certain nombre de personnes qui habitaient là et qui étaient tellement tristes de devoir quitter cette barre dans laquelle ils avaient habité tellement de temps, dans laquelle ils avaient effectivement, avec leurs voisins, essayé de vivre là le mieux possible. Et puis, aujourd'hui, on est là à nouveau parce que depuis quelque temps, on nous a informé qu'un ensemble de logements à Pessac, à Sèges-Formanoir, logements qu'on connaît bien parce qu'on a étudié sur le campus, à l'école d'architecture, et ils sont tout à côté, et on avait des amis qui habitaient là, dans les tours, dans les logements R+1, R+2, R+3, qui se trouvent là. Et on se rappelle d'avoir vu des beaux espaces, et que c'est une belle architecture. Et donc on nous a informé que sur ces 8 tours de Sèges-Formanoir, 3 devaient être démolis pour faire, là encore, passer un couloir de verdure. Et donc, ça nous a paru tellement impossible, aberrant, pour faire passer un couloir pour les vélos et un couloir de verdure, il faille démolir 3 tours et 465 logements. Que c'est la raison pour laquelle on est là. Et peut-être une dernière chose avant de continuer sur Sèges. L'année dernière, on était à une discussion, débat organisé par le ministère du Logement et de la Transition écologique. Il y avait une grande enquête qui avait été faite sur cette question des démolitions et ce que ça représentait pour les habitants de devoir quitter son logement et de le voir démoli. Finalement, la réponse, c'est que c'était comme perdre un être cher. Et je crois que ça, il faut vraiment y penser. Donc effectivement, cette étude des 50 000 logements, on peut dire que ça a été un énorme succès pour nous et pour la métropole dans la traduction en actes, puisque à peu près tous les lieux sur lesquels on avait mené des études ont été démolis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. D'ailleurs, on voit bien que dans le débat public, c'est compliqué. On essaie d'avoir un peu de contradiction, mais dans les invités sur le plateau, c'est pas évident. On y arrive. Il faut dire les choses. C'est très difficile. C'est un sujet qui est un peu tabou et qui est difficile à aborder, notamment avec les élus, où souvent on sent bien qu'il y a une responsabilité qui n'est pas totalement assumée dans les décisions qui sont prises. Donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler, c'est pour ça qu'on est là cet après-midi, pour dénoncer justement les démolitions qui continuent toujours encore. On se dit qu'avec le temps, peut-être les choses vont s'installer, et que les esprits vont bouger. On se dit quand même, l'écologie, il y a tout un tas de propos politiques ou d'idéologies qui arrivent et qui devraient bousculer un peu les lignes sur ces sujets-là. Et en fait, rien ne change. Et on continue toujours, sous couvert de règlements de problèmes socio-économiques, de faire porter le chapeau à l'architecture, au bâtiment, avec un coût derrière qui est considérable.
Donc on peut peut-être, on a évoqué les aubiers, mais je crois que on voulait aussi parler de sèche format noir, c'est important. Tu as montré tout à l'heure, je crois, des cartes postales de sèche format noir. Il faut rappeler que c'est un projet de Jean Dubuisson, qui est un architecte moderne quand même très reconnu. On lui doit l'ensemble de Montparnasse, tout un tas de bâtiments vraiment super en France. Et c'est vrai que parfois, on voit que les institutions, l'administration va protéger beaucoup de choses, mais les choses essentielles qui sont habitées, c'est du logement. Et là, on ne parle pas d'un petit bâtiment, on parle de 450 logements, c'est considérable, avec des arguments qui ne tiennent pas la route 2 secondes, mais je n'ai pas de contradiction, donc c'est compliqué de l'affirmer. Alors, je voudrais que peut-être, Jean-Philippe, tu nous dises quelques mots pour situer le lieu, et puis peut-être on pourrait demander à monsieur de nous rejoindre, qui représente les locataires de Sèche Format Noir. Peut-être j'ai quelques images pour montrer à peu près le site, si on peut changer de fichier. Bonjour à tous. Je suis monsieur Franck Jacques et donc j'habite la cité de Sèche Format Noir dans une des tours. Alors la mienne n'est pas concernée par la démolition, mais juste à côté, donc nous avons 3 tours qui vont être démolies. Donc c'est la perte de 109 logements chacune. Donc ça fait beaucoup de logements qui vont être perdus. Je vous résume un petit peu l'historique de ce qui est passé sur ce projet. En 2016, la population locale de Sèche Format Noir a été invitée à des réunions d'information. La mairie de Pessac, le bailleur Domo France, nous a proposé 3 projets. 3 projets et à force d'ateliers, de réunions d'information, la mairie de Pessac a validé le projet numéro 3. Il faut savoir que moi, je suis partie prenante dans une amicale de la Confédération nationale du logement, qui est donc la CNL, qui est aussi représentée sur la Gironde par la Fédération. Et donc, nous avons, dès le début, en 2016, dit qu'il fallait à tout prix que les gens soient, partie prenante du projet. Ça veut dire qu'il devait exister aussi un projet de la part des habitants. Le maire de Pessac, le bailleur Domo France ont balayé tout projet alternatif. Nous, dans l'amicale CNL locale, nous défendons les locataires et donc nous avons fait en sorte de consulter les locataires impactés de façon à prendre en considération tous leurs desiderata. Et dans l'ensemble, il faut savoir que après une enquête, des pétitions de la part de l'amicale, des locataires, la majorité, en fait, voulait rester. Alors, je vous dis un petit peu le bilan de la catastrophe qui va arriver dans ce grand ensemble. C'est la perte environ de 482 logements. Donc, il s'agit de 3 tours. Une 4e tour va être vidée aussi de ces personnes qui habitent là-bas. Donc, vous avez encore une perte de 109 logements. Donc, ça fait 4 fois 109. Hein, voilà. Alors, la 4e tour ne va pas être démolie. Elle va en fait, être transformée pour partie, sur les 10 étages supérieurs en foyer de jeunes travailleurs à baux précaires. C'est-à-dire qu'ils ne pourront rester en fait que 2 ans. Et dans la partie inférieure, vous aurez le restant, donc c'est sur 8 étages. Vous aurez ce qu'on appelle maintenant, le maire de Pessac, Sais-je entreprendre. Il faut savoir que nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville. Je défie n'importe quel, jeune start-upper, éventuellement de venir, à Sèche Format Noir, créer son entreprise. On a des problèmes de parking. Je ne sais pas comment est-ce que les visiteurs extérieurs vont venir pour, voir ces jeunes start-up.
Alors, aux dernières nouvelles, il faut savoir aussi que il semblerait qu'ils mettent en doute justement cette fameuse tour Sais-je entreprendre et que finalement, peut-être, mais là, nous sommes dans les rumeurs, qu'elle ne serait en fait pas, elle ne serait pas nécessaire qu'en fait que les gens partent dans la tour numéro 8. Hein. Alors, qu'est-ce qui va devenir en fait de ces personnes ? Parce que c'est surtout sur le plan humain qu'il faut voir les choses. 482 logements, c'est environ 1200 à 1300 personnes qui vont partir. Il faut savoir que sur ce quartier-là, vous avez des associations, vous avez le tramway, vous avez un centre commercial, vous avez des associations qui s'occupent des gens, qui font les aides aux devoirs, qui aident vraiment la population à s'intégrer. Il y a même des cours de français. Il y a tout ça. 1300 personnes vont partir. Elles vont être en fait dispersées sur tout le territoire métropolitain. Alors pourquoi est-ce qu'on détruit en fait ces 3 tours ? Ben, comme l'a dit donc Monsieur Vassal, c'est ça ? Eh ben là aussi, on va créer ce qu'on appelle une coulée verte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le bailleur Domofrance se fait exproprier 3 tours et on va faire passer donc une coulée verte afin de relier le Pontet au campus universitaire. Alors, si on compte la démolition plus la réalisation de cette, route coulée verte, mais elle pourrait être éventuellement vière, c'est-à-dire que peut-être, on va peut-être pouvoir passer, peut-être soit à voiture, soit à vélo. Ça coûte 16 millions. Nous avons fait le calcul à l'amicale CNL, et donc c'est encore plus cher qu'un kilomètre d'autoroute. Voilà. Et vous allez donc abattre 3 tours dont les logements sont techniquement viables, corrects et sains. Je reviens aussi sur ce qu'avait dit monsieur le sociologue, je ne vous rappelle pas votre nom, mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur le plan psychologique, ces gens vont être en fait forcés à partir. Et ça, c'est quand même terrible. Je ne sais pas ce que en fait ces gens vont pouvoir, dans d'autres environnements. Alors attention, il y a des gens qui vont vouloir partir, mais il y a des gens dans la majorité qui veulent rester. Voilà. Donc ça, sur le plan humain, c'est une catastrophe. Et donc on a aussi, il faut savoir qu'on a traversé, la crise du Covid, on a l'inflation, on a la guerre, tout ça, on a la crise environnementale, sociétale et sanitaire. Et maintenant, ce projet en fait ne fait plus sens parce que d'un point de vue de l'utilisation des matériaux, on va encore générer beaucoup de CO2. Et en fait, pour faire passer donc cette fameuse coulée verte, 16 millions d'euros, 1300 personnes qui vont être évacuées. Donc nous, à l'amicale CNL locale sur Seiche-Format-Noir, nous avons interpellé la mairie, nous avons interpellé aussi le conseil métropolitain, nous avons fait un projet alternatif de façon à faire une réhabilitation totale et bien pensée de l'ensemble urbain de Seiche-Format-Noir. Il faut savoir que si vous allez dans ce quartier, quand vous êtes au bas des immeubles, vous voyez que quand même, elles ont un certain cachet, ces tours-là. Mais je tiens ici à vous dire que le bailleur, alors c'est pour pas le citer, mais bon, comme je l'avais déjà cité, c'est le bailleur Domofrance. Mais pendant des années, c'est le manque d'entretien qui a permis à cette situation en fait de se dégrader. Moi, ça fait 10 ans que je vis dans une des tours, je suis au 3e étage, et ce sont des appartements qui sont grands, qui sont ouverts, qui sont lumineux, chauffage par le sol, et on n'a même pas encore de double vitrage. Par exemple, sur certaines tours, ils ont fait le vitrage d'un côté, mais pas de l'autre. On ne ramasse pas les poubelles suffisamment, tout se dégrade. On laisse aussi les voitures épaves s'empiler partout. Pendant la crise du Covid, on a eu les poubelles partout.
Il y a personne qui ramassait. En fait, on a fait en sorte de pointer du doigt ce quartier, cette catégorie de population, de façon à pouvoir faire avancer le projet au niveau métropolitain. Donc, pour moi, tout ça, c'est un scandale. Et sur le plan humain, je veux dire que c'est quand même terrible. Ces personnes qui vont être déplacées, on ne sait pas où elles vont aller, elles vont perdre les écoles, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les 3 tours risquent d'être démolies, la 4e vidée, et sur le périmètre extérieur de la résidence, on va détruire une école maternelle qui va être remplacée par 50 logements sociaux. Donc on en perd 480 et là on en retrouve 50. Et qu'est-ce qu'on a à la place? On a le développement du Pontet et autour aussi quelques logements à l'accession à la propriété. Alors le maire de Pessac ne s'est pas gêné pour dire qu'en fait il voulait des catégories sociales professionnelles plus aisées à la place des populations précaires. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais en d'autres temps et en d'autres lieux, on a forcé à déplacer des populations pour des caractères discriminants. Et c'est justement ce qui se passe sur la cité de Sège, Pessac, Fort-Manoir. Voilà, je voulais intervenir pour que vous soyez tous, au courant de... Moi, je vais vous le dire, c'est vraiment un scandale, parce qu'on a les moyens de faire une réhabilitation qui serait 50% moins cher qu'une démolition en reconstruction. C'est une volonté délibérée, en fait, de déplacer de force une population. Voilà. Je voulais aussi vous dire que en ce moment, donc, il y aura un vote au Conseil métropolitain le 30 septembre, et donc ils vont entériner le projet. Nous, à l'amicale CNL des locataires de Pessac-Sèche Fort-Manoir, nous allons faire une lettre ouverte, donc expliquant tout ce que je viens de vous dire et qu'ils devront voter en âme et conscience. D'autre part, je viens d'apprendre aussi, alors par l'intermédiaire d'un conseiller métropolitain, que le budget qui était prévu à 170 millions va passer à 221. Voilà. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est la crise des matériaux, ce genre de choses? Voilà. Donc, j'ai terminé. Merci beaucoup. Et justement, à ce sujet, peut-être, vu que je suis un récent immigré à Bordeaux, donc je ne déchiffre pas entièrement les mécanismes de la gouvernance territoriale, donc peut-être vous pourrez nous expliquer quelles sont les instances entre la mairie de Pessac et Bordeaux Métropole, donc dans les processus de décision par rapport à ce processus. Mais quand vous dites qu'il y a 409 logements qui quittent, mon esprit d'Italien qui voit toujours du mal dans tout et derrière tout me fait penser que c'est du gros business pour beaucoup. Et comme vous dites qu'il y a 50 milliards d'euros qui ont été dépensés pendant 20 ans, bien évidemment, ça crée une économie de la démolition, ça crée une économie de ce système. Donc, quand on prêche la nécessité de ne pas démolir, sur laquelle nous sommes entièrement d'accord, qui sont vraiment les ennemis contre lesquels il faut aller au combat? Parce que ce système s'est mis en place. C'est quand même assez difficile d'en déchiffrer les acteurs, les sujets majeurs, les alliances, j'ai l'impression que c'est parfois des alliances transversales aux politiques. Il y a des positions qui sont absolument les mêmes si on regarde tout le spectre politique. Mais on peut porter avant ce discours, je crois aussi, si on a plutôt clair contre qui on s'oppose, quels sont les intérêts majeurs, autant de l'État et du privé. Il y a 3 jours, il y a eu une discussion où il a été évoqué ici la nécessité, vu que la France a déjà séparé l'État et la religion depuis longtemps, de séparer l'État et le capital, finalement, en France, pas seulement. Donc, dans cette construction d'un discours en faveur de la non-démolition, comment on s'y prend, au-delà de, je suis un peu méchant, de déclarations sur lesquelles nous sommes très d'accord, mais qui sont un peu, comment dire, volontaristes, un peu gentilles, mais et strictement où il faut intervenir, contre qui il faut intervenir, quels sont les éléments de langage. Moi, je crains par exemple que si on continue, je dis en tant qu'architecte, à prêcher le fait que c'est du patrimoine architectural qui a une valeur en soi comme telle, ça va pas marcher. On s'en fiche éperdument de ce que pensent les architectes. Si les architectes aiment le moderne, ça n'intéresse pas du tout la société. Donc, quels sont aussi les outils de langage, les stratégies du combat à mener
pour effectivement affirmer cette nécessité d'une manière un peu plus efficace. Juste un mot avant de te donner la parole, Renaud, dire que tu as raison, mais les architectes aiment le moderne peut-être, mais les habitants aiment leur logement aussi. Je crois que c'est ça qu'on vient de nous témoigner, et peut-être c'est ce pas de côté qu'il faudrait faire et entendre. Et puis sur les intérêts, évidemment que les intérêts, on l'a bien vu quand on a proposé cette étude, on s'est confronté à un certain nombre de murs, de blocages qui ne fonctionnent pas. Pour mémoire, à Pessac-Siège, il y a eu un vrai sujet politique à l'époque où le tramway devait aller à Pessac pour lui faire un grand détour pour aller desservir Pessac-Siège. Donc c'était des investissements publics très élevés il a fallu justifier justement pour desservir cet ensemble de logements qui représente des milliers de personnes. Et donc le tramway est allé à Pessac-Siège pour aujourd'hui le vider de sa population. C'est quand même une ineptie, quoi. Ça ne va pas. Il y a plusieurs éléments de blocage. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bailleurs, les bâtiments les plus anciens sont ceux sur lesquels ils n'ont plus de crédit en cours. Donc démolir pour reconstruire, ça permet de relancer des crédits bancaires et de dépenser de l'argent, donc de faire vivre le secteur du BTP. Donc il y a évidemment des intérêts financiers, je ne vais pas m'étaler, tout le monde le sait. Et puis sur l'enjeu politique aussi, on voit bien que ce qui se passe dans les villes ne peut pas être débattu à la métropole, qui est une technostructure qui n'a finalement très peu de pouvoir politique, puisque les maires restent maîtres chez eux à la preuve. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un maire de gauche et puis après un maire de droite, et qui pour des raisons électorales va changer radicalement d'opinion sur un ensemble constitué, habité. Voilà ce que je peux dire. Et Renaud, tu voulais continuer? Non, juste pour rebondir sur ton interpellation que je trouvais très très pertinente, et s'il faut désigner un ennemi, en l'occurrence, il est très très clairement identifié. Il s'appelle Action Logement, il s'appelle le 1% logement. Depuis, je suis désolé s'il y a Action Logement dans la salle ou des ESH qui en dépendent, mais très clairement, on a passé d'une politique qui pouvait exister dans les années 80, au début des années 90, où il y avait quelques démolitions qui se comptaient sur les doigts d'une main et qui étaient déterminées par des motifs d'obsolescence technique, et après des études, on disait, bon ben voilà, il n'y a pas d'autre solution, et donc au coup par coup, il faut aller démolir. Et moi, franchement, je veux pas de dogme anti-démolition. Il y a des situations où il y a des bâtiments mal conçus, obsolètes, où une démolition ou des démolitions ciblées peuvent se justifier. Mais le basculement de la démolition comme solution à des problèmes techniques bien précis à une politique généralisée où en premier ressort, on va faire de la démolition avec l'idée, à travers la démolition, de résoudre des problèmes sociaux, puisque c'est ça, c'est entièrement imputable à Action Logement. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le mécanisme, mais en gros, ça fait 25 ans qu'Action Logement, donc le 1% logement, se fait braquer 500 millions à 1 milliard par an dans les caisses par Bercy, et qu'ils ont réussi à dealer avec Borloo, d'abord avec Bartolone puis avec Borloo, c'est « Ok, on se fait braquer, vous nous prenez dans les caisses, mais la contrepartie, c'est on finance certaines de vos politiques, mais vous nous donnez des droits à construire ». Et donc, ils ont pris des droits à construire dans les périmètres des opérations de rénovation urbaine, des droits à construire sur lesquels, eux, leur truc, c'est ils construisent du locatif libre, avec l'idée que ce locatif libre, à horizon 15-20 ans, ils le revendent et que ce fonds vienne alimenter les caisses complémentaires du privé. Je suis désolé, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, Action Logement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, je vais construire dans des quartiers pourris, c'est comme ça qu'ils le voient, dans lequel le patrimoine, à horizon 10-15 ans, il risque de ne rien valoir. Donc, ma seule solution pour que mon patrimoine y vale encore des choses dans 10-15 ans, c'est de faire table rase autour. De faire table rase. Donc, et Action Logement occupe une position prééminente à la fois localement via les bailleurs sociaux et nationalement dans le conseil d'administration et dans les différentes instances de l'ANRU. Et Action Logement a imposé durablement une doctrine démolisseuse au nom de ses propres intérêts. Voilà, si je devais résumer. Mais il n'y a pas que. Ensuite, comme tu disais, il y a toute une économie. Il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Bon, moi, je n'entends que des architectes qui disent que la démolition, c'est mal. Je ne vois que des architectes qui font des projets de démolition. Et j'ai vu quand même, ce qui s'est joué autour de la rénovation urbaine, c'est aussi ça, c'est que combien de cabinets d'architectes avaient, avant 2003, l'opportunité de faire des grands projets à 50, à 100 millions. Ça se comptait sur les doigts d'une main. À partir du moment où on a lancé la rénovation urbaine, le moindre cabinet d'archi de plus de 2-3 personnes a pu porter des grands projets. Et vous avez des architectes ont beau penser que oui, la démolition c'est mal, l'opportunité de faire un gros truc comme ça une fois dans sa vie, ça change tout. Et puis, il y a des cabinets d'archi, des bureaux d'études, des programmistes, etc., tout un truc, des spécialistes de la participation, de la concertation. Il y a toute une économie qui s'est mise en place. Et puis, par ailleurs, il y a eu tout un travail de propagande politique, de propagande par l'image, de propagande des élus eux-mêmes, qui ont été pris parce que, bon, un maire, quand même, faire une démolition, c'est l'opportunité, à l'échelle d'un mandat et demi, de laisser sa marque dans l'espace.
d'avoir fait quelque chose et d'avoir fait quelque chose de visible. Le problème des élus, notamment des élus locaux aujourd'hui, c'est des boulots de chien être élu, mais bon, on a l'impression ils se font engueuler tout le temps et puis on a l'impression qu'ils font rien. Quand on fait de l'action urbaine, créer un bâtiment, voilà, on peut l'imputer. Et puis, mais démolir et reconstruire un quartier monumental, un quartier qui est visible dans l'ensemble de l'espace urbain, qui est visible par tous les électeurs. Parce que les gens des quartiers votent très très peu, mais les électeurs autour, eux, ils votent et ils n'aiment pas trop les quartiers. Et donc, faire tomber ces tours, reconstruire à la place d'autres choses, ça permet aux maires aussi d'avoir une action visible. Donc voilà, il y a eu une politique d'enrôlement de toute une série d'acteurs, de toute une série d'élus, y compris des personnes qui n'étaient pas idéologiquement favorables, théoriquement, à la démolition et qui ont été pris dans ce mouvement. Jean-Philippe, si tu veux développer un peu sur Sège. Non, mais je pense que dans tous les cas, il y a des sommes d'argent qu'il faut débloquer. Il faut juste les débloquer de façon différente. C'est pas faire travailler des démolisseurs et des reconstructeurs qui font du logement standard, dont on sait très bien là, qu'il n'est pas beaucoup mieux, et que souvent il est moins bien que le logement qu'on démolit, qui aurait pu être réhabilité. Il y a d'autres corps de métier qui vont intervenir. Il faut réparer les ascenseurs. Il faut parfois rajouter des ascenseurs parce que dans certains cas, l'ascenseur s'arrêtait qu'un étage sur 3. Il faut éventuellement doubler les façades en simple vitrage. Il faut entretenir. Il faut faire attention au jour le jour, précisément, à toutes ces situations. Et ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, mais d'une certaine façon, c'est totalement ridicule de perdre un certain nombre de capacités. Et ce discours sur la démolition, il est encore plus incohérent vis-à-vis des enjeux actuels. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on nous parle d'écologie, de dépenses CO2, etc. On sait aujourd'hui très très bien que quand on démolit et reconstruit, on dépense 80 fois plus d'énergie que si on réhabilite. Y compris, on nous serine avec des histoires d'isolation par l'extérieur, de double vitrage ou de triple vitrage. Mais finalement, si on considère un bâtiment de logement qui n'est pas bien isolé et que si on regarde la démolition et reconstruction de ce même bâtiment pour en faire un nouveau avec toutes les exigences nécessaires, on s'aperçoit qu'il faut 60 ans pour que le bâtiment non isolé et mal isolé puisse être rentabilisé par un nouveau bâtiment. Alors que finalement, si on faisait une réhabilitation de ce logement, on s'apercevrait que la rentabilité écologique, elle interviendrait dans les 10 ans. Donc c'est ce double discours qui est complètement incohérent. On nous parle d'écoquartier, mais on s'en fiche si cet écoquartier, on le fait sur une forêt qui est sacrifiée. On nous parle de démolition, reconstruction, et précisément dans la transformation, on peut s'apercevoir qu'en rajoutant quelque chose, finalement, ça permet de donner et d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait avec du logement standard. Disons que démolir 3 tours pour faire une coulée verte, c'est du comique. C'est-à-dire, j'ai rarement écouté une chose moins écologique qu'une déclaration de démolir 3 tours pour faire une coulée verte. Pessac-Sège, c'est un territoire qui fait à peu près 50 hectares. Les 3 tours, elles représentent 0,5% de ce territoire. Et il faut absolument passer sur 0,5% de ce territoire pour fabriquer une coulée verte. Donc on comprend le ridicule, mais c'est comment peut-on continuer? Alors je crois qu'il y a une sorte de, enfin tu en parlais, il y a un phénomène d'entraînement. À Pessac, il y a eu relativement peu de démolitions. Mais on a le sentiment qu'on nous dit oui, mais à Lormont, il y en a eu. Oui, mais à Bassins, il y en a eu. Oui, mais à Bordeaux, il y en a eu. Cité Blanche, par exemple, et puis d'autres. Et pourquoi pas moi? Donc la machine est lancée et on ne sait pas l'arrêter. Et quand on discute avec le directeur de l'ANRU, il nous dit « Oui, mais les grosses démolitions, c'était avant. Maintenant, on a réduit la voilure, d'abord parce qu'on a moins d'argent. On démolit beaucoup moins. » Alors effectivement, c'est par exemple ce qui se passe à Toulouse-le-Mirail. Il y a une tour ou une barre
on en coupe une moitié. C'est presque encore plus violent. Hein, au lieu de vous tuer complètement, on vous enlève un bras. Imaginez socialement le fait d'être dans son séjour et 50 cm à droite, l'appartement et les gens que vous connaissez qui étaient là, ils disparaissent brutalement. C'est odieux. C'est absolument odieux. À Toulouse-le-Mirail, c'est du déchiquetage qui s'est effectué depuis 10-20 ans. Donc, et souvent, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans le cas de la Cité Blanche. Finalement, démolir partiellement, c'est ce qui occupe la majorité du budget et qui fait que, puisqu'on démolit cette partie-là, on aura d'autant moins d'argent pour réhabiliter le reste, le reste du projet. Et c'est ça qui est incohérent. À Pessac-Froment-Noir, la démolition de 3 tours, c'est-à-dire de 356 logements, c'est à peu près les chiffres de l'ANRU, c'est 32 000 euros par logement, c'est-à-dire qu'on dépense 11 millions pour démolir. Pour changer d'affectation cette tour, pour la faire passer avec des entreprises sur des bails précaires, c'est 14 millions d'euros. Pour récupérer les logements qu'on a démolis et qu'il s'agit de reconstruire à peu près au même nombre, on dépense 160 000 euros par logement, 75 millions. Au final, à l'époque, moi j'avais des chiffres, c'était 160 millions. Et vous me dites maintenant c'est 210 millions, parce qu'effectivement les prix vont monter. 230 millions. Hein. Mais c'est sûr que au lieu de la réhabilitation qu'ils ont proposée, c'est-à-dire 35 000 euros par logement pour l'ensemble des tours et des autres logements, qui est c'est déjà pas si mal, mais ça mériterait d'être au-delà. Mais si on prenait seulement 50 000 euros par logement, à peu près ce qu'on avait dépensé quand on avait fait le projet du GHI au Grand Parc, alors qu'en réalité à Sège, il n'y a pas besoin de faire des extensions et des choses comme ça, donc c'est un projet beaucoup plus simple qui pourrait être fait et tout autant efficace. On s'aperçoit effectivement que avec une démolition à 50 000 euros par logement, on dépenserait à peu près la moitié du budget. Le reste du budget, on pourrait faire 400 ou 500 logements supplémentaires ailleurs. C'est-à-dire précisément, peut-être, à proximité, trouver les moyens, grâce à ces capacités qui ont été sauvées, de créer d'autres logements, peut-être en accession, qui précisément répondent à cette mixité dont tout le monde parle. En réalité, la mixité dont les gens parlent, c'est une mixité qui commence à dire on fait partir cela et on met cela à la place. C'est tout à fait l'inverse de la mixité. J'ai aussi une autre question un peu générale. Quels sont les vrais moyens des citoyens pour changer la situation? Parce que de votre récit, vous avez été royalement ignoré. On ne vous a pas du tout consulté. Votre tentative d'être consulté ont été mis d'à côté. Qui sont ces gens-là? Donc le seul recours, c'est le vote. Mais on apprend que finalement, le vote, c'est municipal. Donc peut-être que les autres qui n'habitent pas le quartier sont bien heureux que le quartier parte. Donc quels sont techniquement les outils, les moyens de pression, d'exercice d'une action qui restituerait aux citoyens du pouvoir dans ces questions? Déjà, moi je crois que ce que fait l'Amicale est exceptionnel. C'est admirable. Et c'est pas seulement à Sège, mais on reçoit assez régulièrement des demandes de logements sociaux à différents endroits où les gens se battent. Les gens ne sont pas d'accord. Et y compris des endroits comme à Paimpol, il doit y avoir 150 logements sociaux, c'est des R+2, et dans un petit parc magnifique. Et pourquoi aller démolir des logements sociaux à Paimpol alors que ça emmerde personne? Mais c'est absolument incroyable. On s'aperçoit à quel point les gens, depuis de longues années, essaient de trouver précisément les moyens pour éviter ces démolitions. Et ça, je trouve que cette énergie-là, il faut absolument la prolonger, la continuer. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si on en a envie, il faut éviter d'être pessimiste. Il faut réellement garder l'optimisme,
se battre jusqu'au bout. Ça, c'est important. Puis après, je crois, une réunion comme ça aujourd'hui, je pense qu'elle est importante parce que voilà, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont écouté, qui sont concernés et qui peuvent en parler à d'autres. Je suis architecte, j'ai des confrères architectes. Je leur transmets aussi je sais qu'il y en a qui habitaient dans cette cité des Seiges Format-Noir. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais il y a peut-être d'autres possibilités. Dans la loi sur le climat qui a été votée il y a 2 ans, il est dit qu'avant toute démolition, on doit s'assurer qu'une autre solution n'est pas envisageable. Donc je crois que ça devrait être utilisé. Il y a sur ce projet de Seiges Format-Noir une partie des financements liés au campus qui viennent, je crois, de la communauté européenne. La communauté européenne, elle a salué la transformation du grand parc des bâtiments GHI en donnant le prix Mies van der Rohe sur ce bâtiment. Elle pourrait, à un moment donné, effectivement, considérer le projet de Seiges Format-Noir par rapport à ce qu'elle avait souligné quand elle avait donné ce prix. Essayer par tous les moyens, essayer de convaincre, essayer de... Et je crois que c'est important de voir aussi c'est pourquoi il y a ces résistances, pourquoi au niveau des conseils de communauté, les élus soit votent pour la démolition, quelques-uns contre la démolition, et puis tout un ensemble d'élus qui, eux, s'abstiennent. Une forme de lâcheté qu'il s'agit aussi de questionner. Peut-être pour compléter, quel levier il y a? Il y a 3 types de leviers, hein, la politique, le droit, la violence. C'est un continuum, je ne sais pas dans quel ordre, mais bon. Alors, la politique d'abord. Voilà, quand on regarde quand même au niveau national, dans un contexte là depuis 20 ans de forte pression pour la démolition, il y a des maires qui s'y sont opposés. Certains qui ont résisté justement et réussi à tenir plusieurs années en disant non, certes en refusant de démolir, je m'assois sur 50-100 millions de l'ANRU, mais j'y tiens. Je pense par exemple au maire de Gennevilliers qui a été dans un combat durable contre ça et qui voilà, est maintenant réussi est parvenu à obtenir des crédits pour des opérations dans lesquelles il y a de la démolition, mais sans commune mesure avec ce qui était demandé au niveau national. Il y a beaucoup de réhabilitation. Voilà, alors lui, il était convaincu, quand vous avez des maires qui ne le sont pas, qui ont des techniciens, des bailleurs qui leur disent on t'amène la solution pour avoir un beau quartier, et qu'en plus c'est un quartier de merde, avec la démolition tu vas pouvoir te débarrasser des 3 familles qui font chier, c'est dur de résister. Et comme le problème des maires, c'est que voilà, il y a plus dans les conseils municipaux, il y a plus personne qui habite dans ces quartiers, il y a plus de relais. Les seuls relais qu'ils ont, ça va être des techniciens qui eux-mêmes connaissent assez mal. Ça suppose des mobilisations habitantes. Je ne connais pas du tout, hein, je ne vais pas parler de votre quartier. Il y a eu un historique de forte mobilisation autour des amicales, de la CNL, etc. Vous le savez comme moi, il y a un véritable problème aujourd'hui pour toutes les structures, les corps intermédiaires, y compris la CNL, y compris qui ne représentent que de plus en plus difficilement les quartiers dans leur diversité. Il y a un problème de recrutement, il y a un vieillissement, ça vaut pour vous, pour les centres sociaux, pour l'éducation populaire, pour les mouvements religieux, etc. Et il y a un enjeu pour faire pression sur les élus pour qu'eux-mêmes puissent résister au beau package démolition que leur mènent les techniciens. Il faut qu'ils aient un contrepoids, il faut qu'il y ait politiquement, il y ait des mobilisations locales. Et ça suppose aujourd'hui de créer des alliances. Ça, je crois qu'il faut regarder vraiment ce qui se fait dans les villes américaines, dans les ghettos noirs américains, pour comprendre comment on structure des dynamiques d'empowerment collectif qui ne s'appuient pas simplement sur 5 vieux communistes pour qui j'ai le plus profond respect ou 5 vieux cathos de gauche pour qui j'ai le plus profond respect, mais qui... Voilà, comment est-ce qu'on crée de nouvelles alliances avec des jeunes, avec la communauté musulmane structurée, etc., pour porter un autre message comme ça. Ça, c'est peut-être la première chose, politiquement. Ensuite, il y a le droit. Moi, je suis frappé que si vous allez en dehors de ces quartiers populaires, vous ne pouvez pas faire une opération, un permis de construire, rien, sans qu'il y ait un recours. C'est plus possible, ça n'existe pas. Et c'est compliqué, hein, et il y a plein de projets qui sont abandonnés à cause des recours. Parce que, tout bêtement, parce que l'économie d'un projet, un prom qui se dit mais je vais prendre 4 ans de recours, je vais avoir tant de frais, etc., je rentre plus dans mes frais. Des recours dans les opérations de rénovation urbaine, j'en ai vu une.
Mais voilà, investissez. Voilà, prenez-vous des juristes. Il y a tellement d'opérations, tellement d'étapes, d'obligations, d'études techniques, etc. Vous pouvez être sûr, un juriste un peu spécialisé trouvera là-dedans 10 000 merdes et bloquera les opérations. Ça, c'est un vrai levier. Et puis, sinon, dernière chose, la violence. Non, je dis ça, je ne vais pas appeler à la violence, mais quand même, on se rend compte qu'il y a quelques opérations de rénovation urbaine, les projets ont été actés, ils ont été votés, etc. Et puis, ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits parce que les entreprises n'arrivaient pas à conduire le chantier, parce qu'on leur piquait leurs trucs, on faisait brûler leur stock. Alors, j'appelle pas du tout à la violence contre les ouvriers du BTP, etc. Mais j'observe, notamment sur une opération à Aubervilliers, que après 1 an de non-chantier, le projet était complètement révisé, qu'il y a moins de démolitions et que les entreprises arrivent à travailler. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu aussi des arrangements occultes, etc. Et voilà, et peut-être un point sur le politique, sur ce que je disais sur la mobilisation. Il y a quand même une opération modèle. C'est celle de la Coudray à Poissy. La Coudray à Poissy, le maire voulait tout raser. Attends, c'était trop bien comme endroit, on avait vu sur la Seine, laisser ça à des Arabes, etc. C'était dégueulasse, ils voulaient récupérer, amener des riches, des bourgeois, il y avait les nouveaux centres du PSG à côté, c'était super. Projet, tout rasé. Il y a eu, alors pour une série de raisons, il y avait des vrais leaders associatifs de quartier, ancrés dans le quartier, qui ont mobilisé la cité d'une manière absolument spectaculaire. Ils ont réussi, à force d'opposition, à bloquer le projet. Et la seule manière de débloquer le projet, qu'est-ce que ça a été? C'était de faire venir des profs, des études d'archi, des étudiants en archi, qui ont bossé pendant 1 an avec les habitants pour faire un contre-projet. Et qui finalement est passé dans le cadre, là encore, il y a un peu de démolition, très très ciblé, je crois qu'il doit y avoir une petite barre, et beaucoup de rénovation. Donc voilà, il y a une multiplicité de leviers, il faut les saisir. Alors je dis ça, ensuite il faut faire, quoi. Mais il y a des leviers. Alors sur les 3 possibilités, hein, il y en a une, je ne l'avais pas envisagée la dernière, mais sur les questions politiques, je crois qu'on peut rappeler que, bon, d'abord, les débats en conseil municipal à Pessac au sujet de Seiche-Formanoir sont quand même assez très décalés par rapport à la réalité de cet endroit. Hein, c'est vraiment d'un populisme terrible. Et puis, vous ne l'avez pas dit, mais je sais qu'il y a eu une grosse pétition auprès des locataires dans la cité qui a été signée, je crois, à 80% contre la démolition. Et en fait, ça n'a aucun levier. Nous, quand on a travaillé sur les 50 000 logements, quand on a sollicité le politique sur les différentes démolitions qu'on a pu dénoncer, il y a un discours presque qui est de dire que un discours de lâcheté et qui fait que derrière, il n'y a aucune responsabilité, aucune action politique qui est engagée. Donc le politique, je crois qu'on peut, hélas, le mettre un peu de côté. Le juridique, on y travaille. Donc on ne va pas dévoiler non plus tout ce qu'on fait, mais on sera là, quoi. Et puis pour la 3e, je te laisserai la place, Arnaud, parce que moi je n'irai pas. Oui, alors je voudrais préciser quelque chose aussi. Donc sur le droit, effectivement, donc en fait, il existe un article qui est l'article 16 quater de la loi de 1986, je crois, si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que cet article dit qu'avant toute opération de rénovation, réhabilitation, on doit donc réunir les locataires, le bailleur doit réunir les locataires ou alors les représentants sur place des locataires. À aucun moment, nous avons été, jusqu'à ce jour, conviés à une réunion avec le bailleur. Ce sont des réunions avec la mairie, avec le bailleur, mais pour un projet qui nous a été imposé. Voilà, donc aucun moment, en fait, pour l'instant, on a collé à cet article de loi qui fait obligation au bailleur de, en fait, consulter les habitants concernés. Alors, on a eu aussi donc des ateliers qui ont été fabriqués pour savoir quel projet on allait retenir parmi les 3. Parce qu'au tout début, il y avait trois scénarios. Le numéro 3 était validé par des ateliers, mais moi, par exemple, qui suis dans une tour, donc je suis le premier concerné, du moins pour la réhabilitation, mais je n'ai toujours pas reçu ma convocation. Donc sur le plan démocratique, on peut bien douter du bien fondé de ce projet. C'est un projet donc éminemment, politique,
Comme vous dites, effectivement, au conseil municipal, ça a été débattu aussi fortement entre l'opposition et la majorité. Donc, aussi, on a fait une pétition sur place. Donc, nous nous sommes mis, au bas des tours, et donc nous avons consulté les gens qui habitaient les tours numéro 3, numéro 6, numéro 9, numéro 8. À chaque fois qu'ils passaient, on venait, on leur expliquait sur un tableau le projet, et ils devaient donc remplir la pétition pour savoir si, oui ou non, ils acceptaient la démolition, reconstruction. À aucun moment, nous les avons forcés. Alors, il faut savoir qu'il y a eu aussi donc une consultation par Internet. Cette consultation par Internet, je crois qu'il y a eu peut-être 130 personnes. Vous savez, c'est sur le site de Bordeaux Métropole, Participation Bordeaux Métropole. Donc 130 personnes se sont, prononcées sur le projet. C'est la fameuse concertation. Mais évidemment, n'importe qui pouvait entrer, sur cette consultation pour ce projet, même des gens qui n'habitaient pas le quartier. Alors, imaginez par exemple, le bailleur de Montfrance a vendu quelques logements en R+3 ou R+2. Hein. Donc, tous ces propriétaires-là, ils se prononcent pour moi, je veux pas les tours parce que comme ça, mon logement va prendre de la valeur. Vous voyez ? Alors, 130 personnes se sont prononcées sur le site de Participation Bordeaux Métropole. Nous avons recueilli, je crois, à peu près 300 signatures. Et nous avons reçu à peu près 260 personnes qui étaient en fait pour la rénovation, mais sans démolition. Donc nous avons fait aussi du lobbying auprès de Bordeaux Métropole. Nous leur avons signifié cette pétition. Mais en fait, il semblerait que nous ayons été hors délai. Nous avons été jusqu'au conseil métropolitain pour faire intégrer cette pétition dans la concertation. Évidemment, donc, nous n'avons pas été écoutés. Nous avons donc aussi fait ce projet alternatif dont je vous ai parlé. Et nous les avons donnés dans les 104 casiers des conseillers métropolitains. Ce projet alternatif des habitants monté avec le concours de l'amicale CNL, Confédération nationale du logement, ce projet alternatif n'a toujours pas été discuté. Voilà. Donc nous préparons pour les élus, là, avant le 30 septembre, donc une lettre ouverte de façon à les mettre en face de leurs responsabilités. C'est le moment peut-être de donner la parole un peu à notre public. J'apprécie beaucoup la référence à la mobilisation dans le quartier noir des États-Unis qui est dans notre exposition. C'est une composante très forte à laquelle nous tenons beaucoup à... Est-ce qu'on n'aurait pas pu demander à David d'intervenir, mais je crois qu'il nous écoute en sans traduction, donc ça va être difficile pour lui de... Alors, il y a des micros mobiles, donc si quelqu'un a des questions à poser, levez la main parce que c'est enregistré. Donc là, au fond. Oui, bonsoir. Je suis Madame Lartigue, présidente de la Confédération nationale du logement en Gironde, vice-présidente de la région. J'ai entendu l'intervenant de Serge Formanoir que connaît, et il a très bien expliqué le phénomène de Serge Formanoir. Moi, à un moment donné, je me pose quand même la question si les politiques ne sont pas responsables. La majorité des partis politiques sont pour la démolition parce que ils se font valoir. Comme il ne reste qu'un mandat ou deux, c'est un peu facile d'éjecter toute une population. Moi, je ne sais pas si les gens se souviennent du quartier Mariadec. Qu'est-ce qu'on a fait du quartier Mariadec? On a éjecté toute une population vers les Hauts-de-Garonne et on a créé des ghettos, parce que ce sont des ghettos volontairement qu'on a laissé pourrir. Parce qu'on parle de la démolition de Serge Formanoir, on a une démolition sur Palmer, on a une démolition sur Carrier, on a la démolition sur Henri Sellier. À ce nom, il y a des démolitions partout. On a en moyenne là 1500 logements qui vont être démolis. En Gironde, il manque plus de 50 000 logements.
et on s'étonne que l'on se batte pour garder les logements. Sachant que les 3/4 des logements qui sont appelés à être démolis sont des appartements et des logements viables. Ce sont des constructions anciennes, très solides, et qui ne demandent rien à personne, sauf que les nouvelles constructions, style Ginko, commencent à s'effondrer. Là, mis à part. Je crois qu'il faut remettre les choses en ordre. Moi, je pense que tout ce pognon, il y a bien quelqu'un qui le récupère. Il y en a qui tirent des profits là-dessus. Sachant que quand on va faire de la nouvelle construction, et encore, pour reconstruire 1500 logements, il va falloir 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on aggravera le nombre de logements manquants. La population, les décohabitations font que, je siège en commission d'attribution logement, on ne peut plus attribuer de logements aux étudiants. Ça, ils peuvent chercher là où ils veulent. Les jeunes, maintenant, c'est terminé. Ils n'auront plus de logement. Et les futurs retraités qui n'auront plus les moyens de d'avoir un logement plus petit, vont se retrouver dans le milieu rural, dans les logements qui n'auront aucune commodité, parce qu'il faut savoir aussi que quand on construit, il n'y a rien autour. On construit des logements, mais on ne fait pas d'école à côté. C'est valable dans toutes les constructions, qu'elles soient sociales ou privées d'ailleurs. Hein. Donc on n'anticipe pas déjà les constructions, mais par contre on anticipe les démolitions. Moi je ne sais pas, ils sont très doués. Et alors comme dit monsieur Franck, la démocratie, moi je sais pas, ça doit être un terme que personne ne connaît. Ça c'est comme la mixité sociale. On ne sait pas ce que c'est, on en parle, mais on ne saura jamais ce que c'est. Donc moi je suis contre la démolition et contre la vente du logement HLM, parce qu'il n'y a pas que les démolitions. On vend aussi des logements HLM. Donc ce qui veut dire que la population qui a besoin d'un logement social, qui a de revenus modestes, mais ne se logera jamais, et on fera des tanguis, c'est-à-dire qu'ils resteront chez papa et maman jusqu'à plus d'âge. On fera des familles de 15 ou 16 dans les appartements, comme ça commence à venir. Donc moi, je ne comprends pas l'orientation politique, qu'elle soit locale ou qu'elle soit gouvernementale, de démolir alors qu'il y a tant de gens qui sont dans la rue, et c'est pas forcément les clodos comme on dit, hein. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer de loyer. Les loyers, lorsqu'on voyait en commission d'attribution un T3 dans le logement social à 800 €, vous commencez à vous poser des questions. Peut-être. Oui, alors il y avait plein de choses, pas vraiment une question. Moi, je voudrais juste, puisque vous avez mentionné un certain nombre d'éléments historiques, peut-être une petite précision. Vous avez mentionné Mériadec, et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous remet un peu en perspective. La rénovation urbaine qu'on connaît actuellement, ce n'est que la 3e vague dans l'histoire des villes françaises. On a eu le Second Empire, Haussmann et quelques autres villes. On a eu la rénovation urbaine des années 50-60, d'où sont nés Mériadec, Lapardieu et quelques autres. Et on a celle actuelle. Je pense qu'on fait une erreur analytique en disant que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui s'est joué dans les années 50-60 pour une raison bien simple. Et vous avez raison de le rappeler. Quand on a rasé et qu'on a fait naître Mériadec, les gens qui habitaient là ont tous dû partir. Et ils ont été relogés pour une bonne part dans des cités de transit, dans le bas de gamme du logement des grands ensembles qui naissaient. Ce qui est en train de se jouer, ce qui joue depuis le début des années 2000 est très différent. Parce que l'objectif qui est poursuivi par les rénovateurs, ceux qui démolissent et qui reconstruisent, c'est bien en démolissant de faire partir des populations pauvres, grandes familles, minorités, et de faire venir d'autres populations moins pauvres, moins grandes familles, moins colorées. C'est l'objectif, explicite ou implicite. La réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On n'a pas fait partir les personnes des quartiers démolis.
de manière très marginale. On a désormais quand même 20 ans de recul, d'études, etc. On ne le fait pas pour une raison toute simple, qui est celle que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a plus de logements sociaux disponibles, il y a tellement de demandes en dehors des quartiers pour pouvoir reloger. Et donc certes, on reconstruit, mais il y a un petit décalage, on démolit, on reconstruit dans les quartiers hors du quartier, mais pour reloger les personnes qui sont dans les logements qu'on démolit, on les reloge sur le quartier. 2/3 à 3/4 des relogements en France tiers ont lieu à l'intérieur des quartiers qui sont en rénovation urbaine. Et pourquoi? Non seulement parce qu'il n'y a pas d'offre, mais aussi parce que tout bêtement, les habitants des quartiers qu'on déloge, ils demandent à être logés sur le quartier. Et ça a été la grande surprise, la stupéfaction des bailleurs sociaux, des élus locaux, partout en France. Ils disaient, vous êtes dans un quartier de merde, on fait votre bien, on démolit, on va vous permettre de sortir du quartier. On va vous permettre de vous émanciper du quartier, de vous réaliser. Il y a tout un discours, Emmanuel Macron, qui le porte avec force. On vous permet de vous réaliser en sortant du ghetto. 2/3 ou 3/4 des gens à qui on a demandé, il y a des travailleurs sociaux, des mousses qui passent, qui demandent où est-ce que vous voulez aller, vous n'avez rien demandé, on va démolir chez vous, vous allez vous casser, mais vous inquiétez pas, on va vous reloger. Ok, où est-ce que vous voulez être logé? 2/3 ou 3/4 des personnes ont demandé à être logées sur le quartier. Donc, entre la demande, entre l'offre qui n'existait pas pour aller ailleurs, en fait, on ne fait pas Mériadec. On ne fait pas Mériadec. Les personnes vont être relogées sur le quartier. Mais l'une des conséquences de ça, c'est ce que vous avez décrit. C'est que c'est l'ensemble des filières d'attente et d'accès au logement social qui étaient déjà sous tension, en tout cas dans les marchés en tension, ce qui est le cas évidemment de la métropole bordelaise, qui sont déstabilisés. Il y avait déjà plein de coupe-fils pour le logement social, les femmes battues, les familles à la rue, etc. Là, on met une autre coupe-fil qui est encore plus prioritaire que les autres coupe-fils, qui sont les ménages délogés. Ce qui fait, comme vous l'avez dit, que tous les autres, aujourd'hui, n'ont plus accès au logement social. Mais ne nous trompons pas, hein, l'idée qu'on mettrait les habitants des quartiers, en tout cas ceux qui ont des baux légaux, hein, parce qu'il y a un autre problème pour les personnes qui sont hébergées, etc., on ne les met pas en dehors des quartiers à la faveur de la rénovation urbaine. C'était l'objectif, mais ce n'est pas du tout ce qui se met en place. Donc le système ne marche même pas selon ses propres voeux. Et qui indirectement fait monter le prix de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se voit que c'est par rapport à ce manque de logement, par rapport à cette difficulté à se loger, qu'on peut aussi, à l'intérieur des villes, aujourd'hui, vendre des appartements à Bordeaux à 4, 5 ou 6 000 euros du mètre carré, à Paris à 18, 20 000 euros du mètre carré. Et c'est un système qui, finalement, est relativement cohérent en créant cette pénurie de logements, cette mauvaise qualité, par le biais des démolitions. Donc il y a une crise du logement, et les logements qu'on est en train de produire n'ont aucune qualité. On perd un patrimoine, parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose dont la France pouvait être fière, c'est son logement social, qu'elle porte depuis très longtemps avec les habitations bon marché, et qui a donné des exemples d'architecture tout à fait intéressants, que ce soit Renaudie, Gaillousté et d'autres architectes. Et petit à petit, ce patrimoine disparaît, parce qu'effectivement, soit du logement privé rachète des espaces de logement social ou les terrains de logement social. Parfois, on fait racheter au logement social les pires logements produits par le logement privé. Et donc, finalement, plutôt que d'aller vers l'idée d'un logement abordable, d'un logement économique, ce qu'on appelle le logement appropriable, on va vers un logement qui est aujourd'hui de plus en plus cher, de plus en plus stigmatisé, à la fois par rapport à des populations les plus défavorisées et par rapport aux populations les plus bourgeoises. C'est-à-dire, effectivement, derrière le slogan de la mixité qui ne veut pas dire grand-chose, on crée exactement l'inverse. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des questions? Il y a une main levée là au fond. Allez-y. Oui, je voulais juste, dans les petites perspectives optimistes, sur la question, alors pas technique, mais sur la question du sens, puisqu'il y a le mot de démocratie qui a été mentionné 2 fois, la question de quel sens ça a, de comment est-ce qu'on discute de ces enjeux-là et avec qui.
Déjà, je pense que merci monsieur d'être venu et d'être présent. Et ce serait très heureux que les habitants, les personnes qui sont concernées par ces sujets soient invités par toutes les personnes qui sont dans les processus à travers tous les moments, donc y compris par les architectes eux-mêmes, etc. Donc c'est une bonne chose. Et dans le suivi de cette question-là, le 27 le matin, il se trouve que la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la ville de Bordeaux Métropole et de 3 autres partenaires, avec le Conseil de l'Europe, organise les journées de recherche sur Faro. Et Faro, c'est le seul texte issu du Conseil de l'Europe qui parle de la question du patrimoine dans un cadre démocratique et qui dit que l'enjeu du patrimoine, c'est moins une question liée aux objets et aux lieux qu'aux histoires, aux récits et à la vie des personnes qui sont représentées par ces objets et ces lieux. Et que c'est un enjeu démocratique que d'en parler ensemble. Ça pose beaucoup de questions sur les relations à recréer entre les experts et puis les habitants, ceux qui vivent et ceux qui pensent les choses. Mais on va les explorer ensemble le 27 au matin au Conseil Région et la plénière est ouverte à tout le monde. Donc là, on va poser des questions assez difficiles. Hein. C'est pas le monde des bisounours. Ça veut dire qu'on est obligé de se confronter à des questions du sens qui peuvent être difficiles à aborder. Par exemple, sur les dissensus de narratifs, par exemple. On pourrait parler de Bordeaux, ville esclavagiste. Hein. Il y a plein de versions de qu'est-ce que c'est que la ville de Bordeaux. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes? Et bon, je spoil un peu, mais la solution à la fin, c'est ce que vous venez de faire aujourd'hui, je pense. Et c'est toujours la même chose. Il va falloir s'asseoir et ouvrir des nouvelles chaises aux personnes qui sont les plus concernées par ces enjeux-là. Donc voilà, bravo, merci. Et pour ceux que ça intéresse, pour le 27, vous pouvez envoyer un mail à labodroitculturel@douve.org ou venir me voir. Il y a une main levée sous l'écran. Oui, bonjour, Simon Barthélemy, je suis journaliste à rue 89 Bordeaux. Une question sur les autres projets de démolition sur le territoire. Vous avez parlé des aubiers. À notre connaissance, il y a aussi des immeubles qui doivent être détruits au Grand Parc, où il y a notamment des logements qui sont squattés par des familles à la rue. Qu'est-ce que vous savez de ces projets et du fait qu'ils aient lieu à Bordeaux, où il y a a priori une majorité quand même plus sensible aux principes que vous défendez? Je ne connais pas précisément la situation à Bordeaux. Hein. J'ai été alerté là, sur cette question de Sèche Format Noir. On a travaillé sur 3 immeubles du Grand Parc GHI et donc on avait le sentiment qu'il n'y aurait pas de démolition au Grand Parc. Donc là, si vous dites que certains bâtiments devraient être démolis, c'est également consternant parce que précisément, là où on a essayé de démontrer que la transformation était particulièrement intéressante, économique, écologique, et que les gens qui souhaitaient plus vraiment habiter dans ces bars GHI au Grand Parc, aujourd'hui, ne pensent même plus imaginer les quitter et qu'il y a une liste d'attente incroyable pour pouvoir y habiter, qu'on a fait ça avec relativement 3 fois moins d'argent que si une démolition en construction, et de voir que dans ce même quartier, à proximité de ce projet, on puisse continuer à démolir, effectivement, c'est consternant. Mais je suis pas au courant, mais voilà, je trouve ça très très triste. Christophe, sur les aubiers, tu as des informations? Non, j'ai pas d'informations précises, si ce n'est que je crois que l'ANRU arrive aux aubiers, donc voilà, de mauvaises nouvelles. Mais j'ai pas d'informations suffisamment précises. On va voir les décisions politiques. Je crois qu'une chose, c'est qu'il est... Tu parlais que parfois on peut démolir tout à l'heure. Aujourd'hui, peut-être qu'on est une position un peu extrême avec Christophe, avec Frédéric, avec Anne, mais on dit il ne faut jamais démolir. Parce que précisément dans les pires situations, l'intelligence, le fait de s'y intéresser, le fait de rechercher, de savoir d'où vient le problème, permet toujours de trouver la solution. Systématiquement, on peut trouver la solution. Donc finalement, c'est une façon de travailler. On parlait d'une stratégie de ne pas démolir. Effectivement, c'est aujourd'hui une façon de faire de l'architecture et de faire de l'urbanisme différemment.
Il faut se sortir de la tête que si dans les années 60, on a fait de l'urbanisme en disposant des immeubles comme des carrés de sucre dans le paysage l'un à côté de l'autre, à distance régulière, c'était une erreur considérable, mais que aujourd'hui, si on démolit, si on enlève ces morceaux de sucre avec la même approche, c'est encore complètement ridicule et encore plus ridicule par rapport aux enjeux de la société tels qu'ils sont apparus aujourd'hui. Sur cette question de l'écologie, de la gentillesse, de l'accompagnement social, c'est une totale hérésie. Donc, il y a un bouleversement de la façon dont on réfléchit à la ville. On est dans une ville existante et on continue à fonctionner comme dans la ville d'Haussmann au moment où il fallait faire des grandes traversées urbaines. C'était le 19e siècle, c'était une autre époque. Il ne s'agit pas de dire c'était bien ou c'était pas bien. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration et il faut raisonner en fonction de cette configuration. Ce que l'on dit aujourd'hui, tout le monde sera totalement d'accord dans 10 ans. Et le problème, c'est que pourquoi continuer à le faire pendant ces 10 ans, pendant ces 20 ans successivement? Aujourd'hui, il faut arrêter ça. C'est urgent. C'est urgent et c'est pour ça qu'il faut se dire on est suffisamment d'architectes, on a suffisamment de sensibilité, on a suffisamment d'approche par rapport aux choses, plutôt que de rester dans son bureau à attendre qu'on nous appelle pour faire un concours. On peut être sur le terrain, sur place, et regarder très précisément chaque fois où sont les problèmes, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui manque ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les demandes des gens, comment on peut agrandir, comment on peut créer de nouveaux logements, comment on peut éviter de couper cet arbre. C'est ce travail très précis, qui est un travail d'architecte précis, qui doit être le commencement du travail d'urbanisme, du travail de continuation de la ville. Bravo. Je sais qu'il y a beaucoup de curiosité, mais je trouve que cette phrase pourrait être aussi une conclusion de notre conversation. Aussi pour vous laisser 10 minutes, 15 minutes pour faire un rapide tour de l'expo avant qu'elle ferme. Des tours, de défense des tours. C'est qu'on est dans une agglomération à Bordeaux où il y a très très peu de logements desservis par ascenseur. Or, on est une population vieillissante et c'est absolument aberrant de démolir les tours actuellement. Et moi, j'ai une expérience professionnelle d'il y a maintenant presque 15 ans, où sur un quartier en Dordogne, le maire voulait faire spectaculaire. Il y avait une tour et il voulait la démolir. Moi, j'ai fait une enquête avec des étudiants. Tous les gens qui étaient dans d'autres bâtiments, ils n'avaient qu'une envie, c'est d'être dans la tour. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient âgés. En plus, au rez-de-chaussée, il y avait la poste, il y avait des infirmières. Et en fin de compte, à l'époque où j'y suis allée, cette idée-là avait été abandonnée. Mais peut-être que ça a été démoli depuis. Mais ça aurait été plus une résidence avec des petits logements pour des personnes âgées qui ont envie d'être à proximité de certains services, plutôt que de démolir. Voilà. Je ne sais pas. Hein. Maintenant, je ne suis plus dans le métier, donc je n'en dirai pas plus. Mais ça me paraît un très bon argument pour un politique, parce que pour eux, rendre service à domicile des personnes âgées sur des communes comme Pessac, comme Mérignac, qui sont des communes extrêmement étendues, c'est un coût énorme. Alors que quand les gens sont regroupés dans une tour, en plus, c'est vrai que les tours, beaucoup de gens n'aiment pas, mais les gens qui y habitent aiment énormément leur tour. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vous confesse quand même que je rêve de certaines démolitions sur des quartiers qui seront livrés dans le futur immédiat. Juste, excusez-moi, désolée, est-ce que je peux faire une petite intervention? En fait, je parle au nom du collectif d'habitants du Mirail et du collectif d'habitants d'architectes de Toulousains contre la démolition de l'architecture du Mirail à Toulouse. Donc en fait, tout à l'heure, Monsieur Vassal, vous parliez du grignotage qu'il y a eu de démolition de parties de bâtiments depuis les années 2000. Et là, plus récemment, c'est beaucoup plus radical. Il s'agit de 1421 logements prévus à la démolition. Donc, je ne vais pas revenir sur le gâchis humain et écologique. Juste concernant le gâchis architectural, tous les grands appartements sont traversants.
Chaque séjour et chaque chambre a un accès direct sur une loggia extérieure avec des baies vitrées. Et également sur le gâchis économique, les démolitions, uniquement les démolitions des bâtiments, c'est 86 millions d'euros. Donc c'est de l'argent public, c'est notre argent. Donc notre collectif, on demande un moratoire sur les démolitions, c'est-à-dire l'arrêt des démolitions. Également un concours d'architecture et d'urbanisme pour une rénovation urbaine sans démolition. Et donc, on est soutenu par vous, Monsieur Vassal et Madame Lacaton. On est soutenu par Docomomo France, par Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Occitanie. On est soutenu par la Confédération nationale du logement, par le droit au logement, qui était signataire au départ des conventions de relogement et finalement, ils se sont dissociés de ces conventions de relogement. Et plus récemment, Carole Delga, la présidente de la région d'Occitanie, on va dire, a changé puisqu'elle soutient notre moratoire sur les démolitions. Donc, il y a de l'espoir, mais on aimerait bien plus de soutien de la part des architectes et du grand public en général. Et donc, je vais distribuer des pétitions ainsi que nos réseaux sociaux et on aimerait beaucoup que vous puissiez partager et voilà, nous soutenir. Merci. Je voudrais vous remercier Arc en Rêve, remercier tous les intervenants qui sont venus, remercier particulièrement David Brown qui se cache là-bas et avec qui on a pu partager donc les contenus de son travail à Chicago qui est complètement en phase avec ce qui a été dit dans ce débat. Et qui effectivement aurait pu, tu l'as dit Renaud, aurait pu nous faire une contribution pour nous dire comment ils abordent ce sujet à Chicago. On continuera, j'espère, après le débat, à en parler avec lui. Voilà, un grand merci à tout le monde pour cette exposition qui est finie. Et c'était un beau moment dans un lieu public donc, voilà, qui a utilisé sa fonction ce soir, je crois, pour mettre sur la table un vrai débat.